Bonjour tout le monde et bienvenue sur le bar à prompt. Je suis Gauthier, votre hôte, et aujourd'hui je reçois Arnaud Billon, professeur de droit à l'EDEC, de droit informatique, ce qui est une spécialité que je ne vois pas souvent, ça me fait très plaisir, et qui a également passé 20 ans chez IBM, donc qui connaît très bien le milieu des grandes entreprises de la tech. Bonjour Arnaud. Bonjour Gauthier. Alors, Arnaud, est-ce que tu peux nous parler un peu, juste pour les auditeurs, de ce que c'est que le droit de l'informatique ou le droit informatique, simplement juste pour qu'on ait une définition de ta discipline? Ouais, bon, aux premières vues, c'est le droit qui parle, c'est la discipline qui veut essayer de comprendre ce qui est écrit dans le règlement intelligence artificielle, le fameux AI Act, voilà, et puis dans tous les autres instruments du droit européen qui parlent de ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé finalement, c'est que le droit informatique, c'est très proche de l'informatique juridique. C'est un côté un petit peu étourdissant de voir que plus on avance, plus les règles qu'on écrit pour contraindre ce qui se passe dans un ordinateur, c'est en gros des règles informatiques. Et donc, le droit de l'informatique, c'est quasiment de l'informatique juridique. Voilà, c'est les deux champs qui convergent, à mon avis. C'est passionnant, ça me rappelle, tu sais, le credo Code is law pour les Américains. Ah, bah tout à fait ça, Laurence Lessig. C'est-à-dire que quand tu veux euh, contraindre une IA, en fait, tu vas mettre en place une autre IA. Alors, c'est sûr que dans le règlement intelligence artificielle, ils ont dit, bon, il faut ici un humain dans la boucle. Tu vois, ça fait partie aussi des préconisations, mais 99% de ce qui est dit dans ce règlement, c'est vraiment, bah, mettez-moi des features logicielles sur vos IA pour répondre au droit. Ce qui pose quand même des questions un peu bizarres, mais est-ce que c'est ça le droit? Est-ce que c'est de la spécification logicielle, quoi? Et à ce moment-là, pourquoi pas directement écrire le code? À quoi ça sert de faire tout le procès, la boucle de dialogue interinstitutionnel européen qui dure des années pour écrire des tas de trucs, si à la fin, ce qu'on va faire, c'est simplement développer des nouveaux features ou mettre des IA supplémentaires pour contrôler les premières IA, quoi. Donc, en gros, si je comprends bien, là, de ton point de vue, le AI Act européen et ce genre de réglementation, ces temps-ci, c'est quasiment plus un cahier des charges comme un document SRS qui dit les spécificités d'une bonne IA, ça doit être ça. C'est Mais ça, c'est ça. C'est de la spécification technico-fonctionnelle d'autres IA qui vont surveiller les premières IA. Mais du coup, avec bien sûr le rebond, c'est-à-dire que quand on verra qu'on a des IA bourrées d'IA qui font des tas de trucs qu'on n'avait pas prévus, voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, bon, pour se moquer un petit peu de cet instrument, qui est en même temps respectable par un autre égard, ou peut-être on aura l'occasion de discuter, mais c'est que c'est l'approche par les risques. C'est la fameuse, on dit bah, il y a des IA qui sont risquées et d'autres IA pas risquées. Voilà. Et puis un exemple qu'on donne souvent pour dire un exemple d'IA pas risqué, c'est la petite IA qui va classifier les mails, tu vois, qui fait faire oui, de la. Mais moi, je donne comme exemple à mes étudiants, bah oui, mais si la petite IA qui classifie les mails, elle se trompe dans un mail d'Emmanuel Macron qui parle avec son général du renseignement et qui envoie ça à Vladimir Poutine, si tu veux, ah mince, mon IA pas risquée, elle est devenue une IA hyper risquée, tu vois. Donc en fait, l'approche par les risques, elle a cette faiblesse que va deviner ce qui peut se passer quand tu mets des logiciels comme ça dans un système d'information connecté, intégré. Quoi. Y a une forme ouais, d'incompréhension en fait, fondamentale de la manière qu'on pourrait avoir déjà de ce que c'est que l'IA déjà et la manière qu'on pourrait utiliser pour l'essayer de les encadrer. ah, c'est passionnant. Oui, donc en gros, l'acte européen sur l'IA, il dit qu'il y a des niveaux de risque inexistants et donc pour lesquels les entreprises n'ont pas d'obligations particulières, comme les filtres anti-spam ou les jeux vidéo, Oui, les risques modérés, c'est-à-dire qu'il faut juste prévenir le client qu'il interagit avec une IA, voilà. et puis Ouais, les risques un peu élevés du style données de santé, données d'emploi, et puis les risques ouais, ça. inacceptables, Oui, oui, mais tout ça, c'est du wishful thinking, si tu veux, parce que non, c'est pas vrai que l'IA se débrouille pour conserver un risque modéré le long de son existence, parce qu'on a décidé que elle était dans la catégorie des risques modérés, quoi. Alors bien sûr, on va refaire les classifications. On va dire, bah tiens, toi, finalement, je te mets en risque. On va changer les annexes, tu vois. On va faire des amendements. On va dire, bah, ou les jurisprudences, on va dire, bah finalement, ça c'est un risque comme ci, comme ça. Mais je trouve que c'est pas bien sérieux comme approche. On ferait mieux de dire qu'il y a des logiciels, de s'intéresser à ce que c'est qu'un ordinateur,
et ça éviterait d'inventer des tas de notions, des petites IA qui sont plus ou moins dangereuses, comme des chiens, si tu veux, en disant: «Ah bah tiens, ça c'est, un chien vraiment qui est gros et agressif et ça c'est un chien qui est plutôt petit et gentil», tu vois? Ben non, ouais, mais sauf que c'est le logiciel, c'est pas comme ça. Je me permets de reprendre ta métaphore pour les chiens parce que du coup, je pense qu'elle est très à propos. Si je comprends bien, ça veut dire que l'acte européen sur l'IA, c'est de dire bon, il y a les chihuahuas d'un côté, ça, il n'y a pas d'obligation, alors que quand vous avez un danois ou un pitbull, il y a beaucoup d'obligations C'est ça, légales. c'est Et ça. en gros, le fait d'utiliser des IA pour des autres IA, c'est dire s'il y a un propriétaire de pitbull, il faudra systématiquement qu'il y ait un Rottweiler avec dans la pièce. Est-ce que j'ai bien compris ta définition de Ouais, l'IA? c'est ça. Mais ce que je dis surtout, je combats l'opération d'anthropomorphisation ou de même de naturalisation qui est de prendre au sérieux, si tu veux, que bien sûr, dans les diagrammes d'architecture logicielle, tu fais des boîtes et des flèches et puis des petits silos pour représenter une base de données. Mais en vrai, dans l'ordinateur, il n'y a pas un petit silo, il y a pas une petite boîte. Tout ça, c'est des 1 et des 0, si tu veux. Donc, ça, c'est des, si tu veux, des concepts de travail et des Schématisation. informaticiens voilà, mais il ne faut pas prendre au premier degré. Et c'est pas vrai qu'il y a un système d'IA. Oui, il y a le code source de l'IA si on veut. Mais déjà, c'est peut-être plusieurs fichiers, etc. Et puis, par contre, quand ça tourne, au moment du runtime, bah, désolé, c'est un truc intégré. Si tu veux. Et tu ne peux pas séparer, au moment de l'exécution, tu ne peux pas séparer, par exemple, l'IA anthropique de l'operating system sur lequel c'est installé. Tu vois et donc, il y a un truc qui, je pense, fait que la situation n'est pas du tout celle du chien. Tu vois le chien, il commence pas à fusionner avec son maître quand il court, quoi. Voilà, c'est pas quand il se réveille, c'est pas vrai. Et puis, j'ai pas vu beaucoup de standards sur l'IA Act non plus, de standards en ce qui concerne, par exemple, un distinguo entre les architectures elles-mêmes et, et les paramètres d'entraînement ou Ouais, le protocole d'entraînement. Est-ce que toi, tu as vu ça? Est-ce que tu peux nous en tu as parler? raison, ouais, si, il y en a, parce qu'on dit, bah, il y a un article, le 40, je crois, qui dit, bah, voilà, les entreprises, vous allez travailler sur la standardisation technique dans les comités, bah, Sénélec, ISO, je sais pas quoi, tous, pour un petit peu instancier. Et donc là, on reconnaît vraiment le caractère de spécification logicielle qui s'ignore, si tu veux. À la fin, on dit, bon, allez, tout ça, c'est bien gentil, mais à des moments, il va falloir savoir comment on bosse vraiment en informatique. Et donc, on renvoie ça, on externalise le travail, justement, là, à des entreprises privées qui vont essayer d'imposer leurs standards techniques pour, disons, plus ou moins refléter les intentions du règlement intelligence artificielle. Il faudra qu'on passe 2 minutes quand même à parler du caractère intéressant du RIA, parce qu'il a aussi une dimension intéressante. Là, je suis plutôt en train de taper dessus pour voir ce qui résiste, en fait, ce qui reste quand on a un petit peu regardé avec un œil critique. Très bien, bon, on va en parler. J'ai une dernière question avant qu'on en dise du bien aussi. Bien sûr. Moi, quelque chose qui m'avait frappé, c'est que j'ai l'impression que ça ouvrait la porte à beaucoup de... alors, je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais les anglo-saxons aiment bien utiliser loophole comme terme, c'est-à-dire pour dire on a trouvé une petite pirouette qui permet de contourner la loi et de respecter Ouais. la loi tout dans la contournant. C'est-à-dire que, par exemple, il y a déjà, tu vois, je vois déjà des entreprises qui commencent du coup à ne pas faire de reconnaissance faciale, mais à faire de la reconnaissance de démarche, parce que du coup, bah, ça, c'est pas dans, c'est une manière de contrôler, c'est pas vraiment de la C'est biométrique. Tu vois, bon, intéressant. bah, on peut identifier quelqu'un à sa manière de taper au clavier. Il y a déjà des sites internet des cours en ligne, tu sais, qui savent qu'à la manière de taper au clavier, bah, c'est bien toi. Donc c'est la même personne qui a fait les travaux dirigés pendant le semestre et la personne qui fait l'examen final. Donc on sait que c'est toi qui l'as fait. Bon, ça devrait aller. C'est ça, c'est Voilà. ça. Bah, tu as bien tout à fait raison de cet exemple que je ne connaissais pas. C'est la reconnaissance faciale. Bah, alors, du coup, tu vas connaître la voix et puis voilà, tu as pas fait de la reconnaissance faciale. Ah, ouais, bravo, tu as réussi. Bon, après, il y a les reconnaissances biométriques, donc on peut dire que ça englobe pas mal de trucs. Mais tu vois, c'est l'inconvénient de vouloir regarder l'écran rester dans l'illusion un peu, donc regarder l'écran comme un enfant et voir regarder le spectacle et dire ah il y a des lapins qui sortent du chapeau, sûrement ils apparaissent dans le chapeau et ne pas s'intéresser finalement au truc parce qu'il y a des trucs, hein, c'est un ordinateur donc il n'y a pas de boîte noire, hein, on sait, on a tout fabriqué, on peut tout enlever, tout redéfaire et tout refaire, donc il n'y a aucun secret. Mais l'inconvénient d'entrer un peu dans la pensée magique, on ne peut pas dresser des catégories juridiques intéressantes, quoi. Donc, on est censé être en train de courir après le dernier truc marketing. Euh, voilà, c'est pas le bon niveau de vocabulaire, c'est pas la bonne grammaire en fait qui a été choisie à mon avis. Même si encore une fois, il y a un usage intéressant qu'on peut faire de tous ces instruments européens. Et puis cette manière de parler de récursivité, il y a quand même quelque chose de phénoménal là-dedans. C'est que ça veut dire qu'il faudra
Il faudra une IA pour réguler les IA qui réguleront les IA qui réguleront. Enfin, on est sur un problème de récursivité infinie, quoi. Eh ben, ça vraie raison. Et d'ailleurs, quand tu lis l'article 3 du règlement d'intelligence artificielle, la définition de système d'IA ou de modèle d'IA, bah, c'est intéressant puisqu'on te explique que le système d'IA est un système qui... Non, 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 non. Et le modèle d'IA, c'est un modèle qui... etc. Donc vraiment, définition tautologique, tu vois, parce qu'en fait, en gros, on ne sait pas dire ce que c'est qu'un système d'IA. Donc disons que c'est un système, voilà, d'IA. Enfin, voilà, et c'est ça la On définition. dirait le bon chasseur et le mauvais chasseur des inconnus. Genre, une IA, c'est une intelligence, mais elle est artificielle. Ok. Bon, et alors, et qu'est-ce que tu y as trouvé d'intéressant? Moi, de l'extérieur, Bon, alors, c'est intéressant. j'ai Oui. des trop choses à dire là-dessus. Alors, eh ben, très bien. Donc, l'intérêt, c'est, en fait, l'intérêt est au fond de l'ennui. C'est-à-dire, il faut accepter de faire de la compliance, c'est-à-dire de s'intéresser vraiment à cette horrible chose qui consiste à lire tous les règlements et directives européens du numérique, tous les mettre à plat, rassembler toutes les prescriptions, en fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils disent, et vous comprendre que malgré tout, vu que ça a été écrit par beaucoup par des informaticiens, il y a un aspect intéressant, c'est que ça recense des bonnes pratiques logicielles. Et en fait, si tu es une entreprise et que tu veux te mettre en conformité dans l'esprit du truc, donc bien sûr, il va falloir cocher des milliers de cases, mais quasiment quand tout peut être fait par IA, tu vois, il y a une partie de la compliance avec le règlement d'intelligence artificielle où on dit par exemple, il faut bâtir la documentation technique. Bah, tu peux mettre une IA sur, bah, vas-y, fais-moi à partir de ce code, fais-moi la doc technique, tu vois, tu regardes même pas, tu promptes et puis c'est fait, tu vois. Donc il y a un côté où soit je le fais de manière stupide, c'est-à-dire que ok, je vais faire la course à la documentation et à la compliance en accumulant enfin en cochant des centaines de cases et en espérant qu'en cas de contrôle ça passe, tu vois. Soit je relis ça de manière intelligente, je dis ok, ils veulent des bonnes pratiques dans l'esprit du droit européen, c'est-à-dire trouver un équilibre entre les droits fondamentaux et l'efficience économique. Donc je regarde ça tranquillement et je regarde dans mon cas, dans mon entreprise, vu que la direction c'est clair, c'est qu'on veut un marché qui ne pète pas le cerveau des gens, avec une prospérité économique durable, etc. Bah, je m'organise pour me mettre en conformité de la manière, en passant par un chemin donc c'est ça qu'on travaille dans mon laboratoire, l'EDEC, c'est des frameworks de travail en disant, bah, regardez, en fait, partons du terrain, connaissons toute cette grande injonction à déployer un système économique vertueux, y compris technologique, voilà, parce qu'il y a un principe de véracité aussi dans le droit quasiment occidental, c'est-à-dire c'est un des paradigmes un peu fondateurs du droit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir, enfin, c'est-à-dire on essaye de dire la vérité, tu vois, et d'ailleurs la compliance c'est ça, c'est dire ce que vous faites, faites ce que vous dites, donc quand je prends le truc comme ça devient intéressant parce que ça devient un outil de dialogue en entreprise. Tu vois, ton CEO, tu lui dis voilà, pour se mettre en conformité, moi, je propose qu'on fasse ça va réduire la dette technique, ça réduit notre cybervulnérabilité, et puis on arrête quand même de se moquer des clients en traitant mal leurs données personnelles. Et quand tu fais ça, bah, tu es un peu mieux et tu peux, disons, certainement améliorer une forme de performance économique, quoi. Passionnant. Et alors, j'avais l'impression aussi que le AI Act européen, c'était pour une fois le signe qu'il n'y avait pas une vassalisation à l'Amérique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, le modèle divergeait un petit peu en certains points de la manière dont le Ouais, droit américain traite, voilà, traite ouais. l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont frappé à ce sujet-là? Tu as bien raison, puisque c'est un autre aspect, un autre clé de lecture de ça, de tout. Il n'y a pas que le RIA d'ailleurs. La plupart des amendes, elles sont infligées au nom du droit de la concurrence et du droit d'application des données personnelles. Mais tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire, tu as beau avoir coché toutes les cases du RGPD, il va encore falloir que tu coches toutes les cases de tous les autres. Donc, tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, en fait, oui, c'est des instruments de géostratégique. Voilà. Donc, c'est des instruments de pression sur les entreprises américaines en particulier, mais chinoises aussi, de dire ben faites pas trop les rigolos parce que en gros c'est des amendes à des centaines de millions de dollars ou parfois des milliards d'euros pour le coup. Voilà. Donc il y a cette menace financière qui est d'abord un incitatif à déployer une IA démocratiquement compatible. Voilà. Donc, il ne faut pas manipuler les populations, non, il ne faut pas influencer les élections, non, etc. Et je crois qu'on va continuer à toute allure à produire du droit. Bon, il y a le fameux omnibus qui arrive, là, qui est une sorte de synthèse prétendument simplificatrice. Moi, je veux dire, un truc compliqué et mal écrit, je ne vois pas. Enfin, soit
tu te remets à penser, mais si tu tires ce fil-là, tu auras toujours du compliqué mal écrit un peu plus court, quoi, tu vois. Oui, Bref, on la verra. synthèse d'un truc pas terrible, ça fait quand même une synthèse Oui, pas voilà. terrible. Mais toujours est-il que tu as bien raison, il s'agit d'instruments de pouvoir et de leviers. Alors, ils sont imparfaits, mais d'autonomie stratégique et de négociation économique. Ah bah, tu me montres, d'ailleurs, Trump été assez clair, comme ils disent, enlevez-moi tout ça, sinon je vous montre vos tarifs, quoi. Bah, nous, on répond, bah voilà, tiens, encore une amende pour Google, si t'es pas content, bah voilà, donc tout ça, c'est de la grosse négociation géostratégique. Oui, alors il y a quelque chose aussi de passionnant que j'ai vu sur ton LinkedIn. Là, tu parlais, tu défendais un peu le RGPD en disant, bah voilà, euh, les gens ne réalisent pas en fait tout ce que pourrait savoir le super administrateur d'un système informatique Ouais, avec des données personnelles. Et donc, bon, d'une ouais. certaine manière, il y a quand même dans le RGPD, il y a des avantages et donc notamment, tu avais dit un facteur de défense stratégique à travers les amendes, mais aussi une organisation logicielle. Oui, c'est ça. Toujours, c'est ça là. En fait, tu me donnes l'occasion un peu d'essayer de vous résumer ma lecture pour l'instant. Oui, c'est de la prescription, hein, c'est de la spécification logicielle, un. Mais deuxième niveau, c'est de la bonne pratique informatique. Et si tu le prends intelligemment, tu peux vraiment améliorer ton système d'information avec tous les effets de business associés, etc., les effets vertueux, quoi. Et troisièmement, c'est un instrument c'est un langage de reprise de contrôle sociétale, voilà, sur finalement l'informatique, c'est notre régime juridique, hein. Est-ce qu'on est en démocratie? Bah, je sais pas, voilà. Avec les Chinois, ils ont commencé à dire, c'est intéressant, nous on veut, on veut avoir une démocratie en 2000, je sais plus, en 2050 ou un truc comme ça. Quand tu dis les Chinois, tu parles du gouvernement Le chinois? gouvernement chinois, d'après ce qu'on a dit et Oh, vérifié, mais aurait commencé à annoncer ça. Et en fait, je pense qu'on peut prendre au sérieux ça. Au-delà des caricatures de, nous, on est, disons, les gentilles démocraties occidentales et tous les autres, c'est plus ou moins des crypto-fascistes de différents bords, on pourrait dire, ouais, mais nous, on a notre bureaucratie, et est-ce qu'on est très satisfait que finalement, ce qui nous gouverne, j'avais écrit un bouquin hein, sous le règne des machines à gouverner, ce qui nous gouverne, c'est notre système d'information, parce que tu feras jamais mieux que ce que tu es capable de faire avec ton système d'information. Et j'avais juste un exemple, une copine qui habitait à l'étranger qui voulait voter, elle avait préparé tous les papiers, etc. Donc elle avait le droit de vote, tu vois, c'est comme un droit constitutionnel. Bah, elle est arrivée dans son ambassade, on lui a dit non, mais la base de données, laissez tomber, elle n'est pas à jour, quoi. Donc non, voilà. Ton régime, ton, ton l'IA, c'est notre régime juridique, si tu veux. C'est la manifestation de notre degré de maîtrise sur nos institutions. Et quand on a des logiciels maintenant qui vectorisent un peu toutes les bases, enfin ça c'est l'IA LLM, hein, l'IA générative, et des réponses statistiques. Donc ça veut dire aussi on n'est plus dans une situation où on est vraiment capable de faire des bonnes vieilles requêtes SQL, je sais pas, en allant structurer nos bases de données et puis essayer de manager le truc. En gros, on fout tout ça dans une machine vectorielle parce qu'on se dit bon, au moins on aura une réponse à peu près vraie. Tu vois, c'est aussi le reflet d'un renoncement à maîtriser notre organisation. Alors, bien sûr, ça dépend des endroits. Hein. Il y a des endroits plus ou moins stade de décomposition plus ou moins avancés. Mais je pense que c'est intéressant quand même voilà, de regarder ces sujets comme aussi des sujets éminemment politiques. alors je voudrais dans ce cas-là pousser un peu parce que alors il y a deux choses là, j'ai envie d'ouvrir deux boîtes dans ce que tu me dis. Premièrement, on parle de démocratie. Tu vois, il y a eu un rapport au Sénat que j'ai pas encore eu le temps d'analyser là en vidéo, mais qui est l'association POSIA qui dit qu'il bon, faut reprendre le contrôle Oui, démocratique de l'IA. Alors, moi, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans leur rapport, notamment le fait qu'ils confondent des niveaux de risque qui viennent des IA de science-fiction et des niveaux de risque qui viennent d'IA qui existent depuis les années 50. Il y a plein de trucs qui me semblent. oui, Enfin, ils on parlent de les l'IA connaît, avec hein, un grand I et un Posia, ouais. grand A. Il y a un truc qui, en termes de définition, me semble pas clair. Mais il y a un truc intéressant qui revient, c'est qu'ils parlent souvent de reprendre le contrôle démocratique. Et souvent, Ouais. moi, le problème que j'ai avec la notion de démocratie, c'est que la définition est souvent une tautologie. Il est extrêmement difficile de définir ce qui est démocratique au sens où, très souvent, ça devient soit une dictature de la majorité, soit un système qui, par un réseau d'incitatifs pervers, devient une dictature d'une certaine minorité qui contrôle les incitatifs. Ouais, Comment, toi, ouais. tu définis une démocratie? Ouais, très belle question. En fait, moi, je suis juriste, hein, donc ce qui m'intéresse dans l'idée de démocratie, c'est par exemple la notion d'état de droit. C'est-à-dire que non,
Macron, si je vais le mettre en prison, il va pas vouloir juste signer signer un décret, machin. Il va devoir trouver un moyen juridique, voilà, et j'aurai une voie de recours, etc. Donc, je pense dans la démocratie, un truc très, très fondateur, c'est le fait on s'est donné des règles communes, ok, je ne dis pas que le système est parfait, il y a trop de normes, hein, c'est évident, mais en tout cas, il y a des procédures et on ne peut pas, on est censé nous sommes censés obéir aux procédures que nous sommes données. Donc l'État ne peut pas échapper aux règles qu'il a lui-même édictées. Ça, c'est un premier élément, l'État de droit. Puis je dirais, il y a un principe de véracité. C'est-à-dire que quand tu veux de la délibération civique, elle doit être à peu près rationnelle. On ne peut pas se payer de mots. Je pense que dans les facts, dans les critères d'une démocratie, on ne peut pas réécrire l'histoire complètement. Alors bien sûr, l'histoire, c'est toujours par exemple, c'est toujours une fiction, hein, écrite par les vainqueurs, on connaît tout ça. Mais disons, il y a ça marche un peu main dans la main aussi avec une démarche scientifique, disant non, on ne peut pas se mentir. Et donc moi je dis, si on veut le contrôle démocratique de l'IA, il va falloir regarder en face que c'est du logiciel, qu'un logiciel, il y a un caractère intégratif, que si je veux de logiciel, je dois avoir du matériel, ça c'est quand les gens commencent à comprendre, oui, j'ai pas besoin d'avoir des data centers qui sont connectés, etc. Mais du coup, si je veux du logiciel connecté, globalement connecté, ben, j'aurai de la cybervulnérabilité. Et si en plus je suis dans un monde où il y a de l'IA, les blancs, si tu veux, jouent plus vite que les noirs, hein, ils commencent, hein, les attaques vont plus vite que la défense, donc j'aurai de plus en plus de problèmes de dette technique, de dette cyber, etc. Il faut regarder tout ça en face. Je pense que la démarche démocratique, c'est de comprendre que la perte de contrôle n'est pas acceptable. Moi, je travaille le droit européen, hein, du numérique, je lis partout une injonction au contrôle, en fait, à la maîtrise. C'est parfois écrit en clair, littératie, par exemple, dans le RIA, mais en gros, si tu veux, des principes fondateurs le structurant de toutes ces réglementations, c'est l'injonction à la maîtrise. Il faut maîtriser nos systèmes. Et pour moi, ça, c'est une démocratie cherche à maîtriser son infrastructure. Sinon, on subit et il y a plus, le peuple quoi qu'ils disent, en fait, il n'a plus jamais aucun pouvoir parce que simplement, même les dirigeants ne maîtrisent pas. Ok, ça a quelque chose du coup, d'assez fascinant aussi, parce que du coup, les perspectives de contrôle et de dérive, mais alors là, après, il y a des gens qui appelleraient ça une dérive de contrôle pour un Oui, gouvernement. de Moi, j'ai. contrôle. Non, non, mais moi je parle de maîtrise et pas de contrôle. Oui, bien Pardon, je sûr. t'ai coupé, mais Vas-y, vas-y. bien sûr, l'ordinateur, c'est un instrument de contrôle, hein. Depuis le début, c'est un instrument de contrôle. C'est un instrument de pouvoir et de contrôle. D'ailleurs, l'ordinateur, c'est pas trop connu, mais c'est un terme qui vient de la théologie médiévale et qui veut dire Dieu ordonne le monde. L'ordinateur, c'est vraiment un truc de l'ordinateur, et ils ont failli prendre ordinatrice d'ailleurs. Ça avait été dans les propositions qui avaient été faites pour désigner le computer en langue française. Bref, donc c'est du Ah, contrôle, ok. c'est sympa l'étymologie, parce que le computer en anglais, c'est plutôt tu donnes un input, ça compute et Et ça oui, sort un output. Enfin, et oui, c'est plus une ça. fonction mathématique, alors qu'en français, il y a à côté. Oui, il faut réfléchir au sens des mots et on a cette chance de Jacques Perret, était doyen de la Sorbonne, je crois, à l'époque, qui avait inventé ce mot. Enfin, on trouve encore la lettre qu'il avait écrite au patron du marketing d'IBM, qui lui demandait mais comment je dois désigner ce truc-là qu'on me demande de vendre en France, ce computer-là. Il avait fait plusieurs propositions. Il avait dit, je pense que ordinateur c'est pas mal parce que à l'époque, si tu veux, on voyait assez clairement que c'est aussi cet article de Dubarle dans les années 50, dans Le Monde, là, un technologue français, et prêtre dominicain d'ailleurs, ce qui était peut-être pas complètement différent au truc, et qui disait, regardez les ordinateurs, donc il voit tout de suite ces machines à gouverner, c'est-à-dire que c'est le rêve obésien, c'est-à-dire le rêve du contrôle total des populations, c'est ça. Et comme on est nage dans cette eau-là, on l'a oublié. Et on fait comme si c'était pas vrai. On dit ah c'est un instrument de productivité, ah l'IA c'est un outil pour faire ça. Avant tout, c'est un ordinateur qui est un instrument de contrôle. Mais donc dans cette situation-là, nous ce dont on travaille par exemple chez mon employeur actuel, c'est l'EDEC Augmented Law Institute, on travaille sur l'ordinateur. Il y a la maîtrise contre le contrôle. Si j'ai des professionnels qui maîtrisent l'environnement technologique, alors c'est totalement différent, parce que là, on peut le réaligner sur l'intention humaine, si tu veux. Ça veut dire que je ne laisse pas
proliférer des logiciels dont je sais pas ce qu'ils font, et je suis capable de rendre compte de mon logiciel, il est vraiment au service d'un projet institutionnel. Et c'est pas un truc que quelqu'un d'autre contrôle, et moi je me raconte des histoires parce que l'interface utilisateur est cool. Tu vois. Donc ça serait, enfin quelque part, ça veut dire que ça implique des standards dans l'arbre des possibilités d'une machine et notamment quel type de flux d'interaction elle peut avoir. C'est-à-dire que si c'est un algorithme en boîte noire et qu'on ne comprend pas exactement tout ce qu'elle peut faire, tout ce que la machine peut faire, au moins on peut contrôler à quelles données Oui. elle a accès, quoi. C'est ça. En fait, ce qui est très important en IA à réfléchir, c'est les chaînes de computation. Celui qui utilise l'IA, il croit qu'il fait comme un ping-pong contre un mur. C'est-à-dire, j'envoie ma question, je reçois une réponse. Mais non, c'est pas ça. Le vrai truc, c'est je suis dans le flux, je suis un peu nudgé, bon, je finis par poser une question, mon signal, il part. Donc, quand je prompte, en fait, c'est comme écrire dans la base de données de quelqu'un dont le métier, c'est de valoriser la data. Donc, oui, bien sûr, il va me renvoyer une réponse pour que je revienne, mais c'est pas ça. Son effort consiste plutôt à prendre mes prompts et les valoriser avec des smart contracts, donc des chaînes de traitement automatiques. Donc, il faut bien comprendre que il y a pas le signal, il rebondit pas au fond de mon ordinateur pour revenir sur mon écran. Il part, il s'échappe dans la grande soupe totale de data, avec des tas de gens qui réutilisent ça pour faire des tas de trucs, y compris ciblage, etc., micro-marketing, tout ce qu'on veut, voilà, renseignement, influence, tout ce qu'on veut. Et la réponse au prompt de l'ordinateur, la réponse de l'IA, entre guillemets, ce n'est qu'un incitatif à me reprendre encore plus de données. C'est Oui, ça le business model. oui, ça sert à maximiser la rétention utilisateur. Je me Oui, permets juste de reformuler un truc pour nos auditeurs, parce ah que oui. je t'ai entendu dire Node.js, prompt, smart Ah, contract ouais. et compagnie, et Je donc suis du un peu en coup... anglais, là, en Non, non, mais franglais. c'est pas Ouais. un souci, mais je me faisais la réflexion en me disant, tiens, c'est marrant, quelqu'un qui vivrait dans le début des années 2000 ne comprendrait peut-être même pas la conversation qu'on a. Ah, C'est ouais, intéressant c'est de pour voir ça. comme le vocabulaire a évolué, mais les nudges, donc ces incitations Cognitive. neurocomportementales, voilà, Ouais, cognitives, voilà. qui permettent de pousser les gens à aller dans la bonne direction. Ça m'amène à une question, du coup, parce que, bon, là, manifestement, les sociétés comme OpenAI, Anthropic ont des problèmes de business model. Elles ne sont pas rentables. Elles le seront peut-être dans Ouais. quelques années, où elles devront être rachetées par Microsoft ou Google et grossir encore les géants. Mais en gros, ces sociétés-là commencent à réfléchir à foutre de la pub dedans. Alors, ce sera de la suggestion de pub pas en bas et pas intégrée dans la réponse de l'IA. Ce sera pas dans le prompt, ce sera en bas, juste en dessous du prompt lui-même. Mais Oui. bon, on peut bien se douter que dans quelques temps, on va avoir aussi des nudges là-dessus. Il y a déjà des IA qui le font, notamment des IA qui organisent les voyages des touristes et qui te suggèrent déjà certains hôtels plus Mais que oui, d'autres. bon, bien sûr, parfois, c'est juste vendre des brosses à dents. Donc, à la limite, tu dis quel est le meilleur outil pour se brosser les dents. Elle va dire, bah, c'est la brosse à dents machin. Bon, éventuellement, tu peux accepter ça. Il faut bien comprendre que c'est des chaînes intégrées qui travaillent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que il y a plein de logiciels qui sont modélisés quand moi j'ai prompté, j'ai cliqué. Et en particulier, ça peut être une plateforme en temps réel de ouais, d'auction ou de mise aux enchères de mon prompt entre différents personnes qui font de la publicité, qui vont de manière algorithmique, automatique, décider, bah tiens, c'est toi qui vas nudger, donc on va dire que c'est ta brosse à dents la mieux, voilà, et c'est ça le business model. C'est intégré, c'est à la vitesse de la lumière, donc moi je ne me rends pas compte, je crois que j'attaque, et surtout avec le narratif, ah c'est le modèle, je demandé au modèle numéro tant et j'ai fait un super prompt. Alors probablement, tu vois, il y a toute cette histoire de pensée magique contre laquelle il faut lutter parce que c'est simplement techniquement faux et on n'en sortira pas. Donc je pense que tu as bien raison de soulever cette question-là. Alors, ça nous amène à un débat intéressant sur l'open source, du coup, parce que, bon, moi, j'aime pas la notion de dérive totalitaire quand on parle de gouvernement, mais après, ça, j'assume mon biais personnel. Moi, j'ai la croyance que la structure la structure même d'un gouvernement permet de devenir totalitaire à n'importe quel moment et que c'est un contrôle permanent de la part des citoyens à avoir. Enfin, c'est une bataille permanente de la part des citoyens de garder leur gouvernement sous contrôle ou in check, comme disent les Américains. C'est pour ça qu'ils Ok, ont le premier ok. amendement. Enfin, voilà, mais j'ai une position cynique là-dessus, mais j'entends des gens, on parlait de Posia tout à l'heure, eux, ils estiment que, par exemple, l'open source, c'est vraiment dangereux parce que ça donnerait les moyens à n'importe qui de fabriquer une bombe nucléaire avec de
l'IA ou autre chose. Et moi, j'ai plutôt la position de dire, bah, historiquement, les gens qui ont posé les bombes nucléaires sur des cibles civiles, c'était pas des privés, c'était le gouvernement. Et Ouais. historiquement, les morts par arme à feu se font plus par les gouvernements que par les débiles avec un peu Ouais, d'alcool dans le sang. Que j'entends. penses-tu de l'open Ouais. source là-dessus, toi? Est-ce qu'il faut interdire l'accès à ces modèles pour limiter l'accès à des citoyens malveillants, ou au contraire laisser l'open source parce que bah, le problème c'est que les gouvernements sinon peuvent faire ce qu'ils veulent sans literacy, sans acculturation comme Ok, tu l'as dit. ok. Alors, moi, je vais te dire un mot sur. Donc, avant-hier, là, j'étais dans un colloque organisé par Technoréalisme et Technoréalisme a invité Posia. Et donc, c'est deux manières de le dire. Donc, tout le monde tombait d'accord sur il y a des gros risques, ok. Mais Posia, pour simplifier ou parce qu'ils y croient, ils disent il y a l'IA générale qui arrive, c'est une IA qui est bien plus intelligente que nous. Voilà. Et Technoréalisme dit non, c'est des logiciels. Si on a l'impression de ça, c'est qu'on devient vraiment stupide parce qu'on ne sait même plus désigner ce qu'il y a dans un ordinateur. Mais bon, ce débat-là, ok. Maintenant, l'open source, moi, à titre personnel, je trouve un débat un peu dogmatique parce que tu as tous les cas. L'open source, ça veut dire que les gens ont accès à ton code, alors que le code fermé, bah, c'est une entreprise en général, ou pourquoi pas un gouvernement, et tu as ton code propriétaire et tu ne laisses pas les gens décompiler, faire de la rétro-ingénierie ou forquer sur ton code, tu en es propriétaire. Bon, il y a tous les cas, si tu veux. Parfois, l'open source, c'est super parce que tu as une grosse communauté de gens sympathiques et qui ont de l'énergie pour contrôler tout. Bon, par exemple, moi, j'ai un smartphone dégooglisé, tu vois. Bon, je suis reconnaissant qu'il y a des gens de l'open source qui bossent sur mon truc, mais il y a d'autres cas où ça va être spécialement pervers parce que quand tu connais la source, bah, tu peux connaître les points de vulnérabilité. Et donc, c'est encore plus facile pour un bot ou pour un hacker humain d'aller péter le système. Donc, je trouve le débat open source empreint de dogmatisme un peu. Je trouve qu'à tous les cas, à mon avis, les améliorations se font au niveau local, avec des gens qui sont des bons professionnels, qui ne se racontent pas d'histoire, qui coopèrent entre eux, qui sont bien intentionnés. Et si tu arrives dans ce cas-là, eh bien, il y a des tas de superbes choses qui se passent, si tu veux, des tas de très bons produits qui sortent, des architectures qui s'améliorent. C'est la notion de bonne pratique informatique. Hein. La bonne pratique informatique, ce n'est pas un catalogue de dogmes à implémenter aveuglément, c'est beaucoup plus l'injonction de dire, regardez, les informaticiens savent ce que c'est que de faire du bon boulot. Et ils reconnaissent dans un cas quelle technologie mobiliser. Et il faut les aider, les informaticiens. C'est pas, il ne faut pas les mettre sous pression pour qu'ils sortent vite le code et puis on va mettre tout ça en prod et puis après on passe à autre chose. Non, il faut qu'on soit tous conscients que les systèmes d'information, c'est notre régime politique et c'est notre système économique. Il faut être sérieux, on a besoin de bons systèmes, et donc nous sommes tous au service de cette espèce de commun. Il y a une manière un peu plus riante, quoi, enfin, en tout cas lumineuse de voir ça, c'est la notion d'ordinateur qui est introduite par Jean Romer, là, de l'Institut Frédéric Bull. L'ordinateur, voilà, en fait, combien il y a d'ordinateurs au monde? Bah, un seul, parce que tous les ordinateurs ont la même architecture, c'est des architectures von Neumann, en fait, les mémoires, le processeur, tu vois, c'est une puissance de traitement et de la mémoire. En gros, c'est ça. Tout ça, c'est sur Internet. Nous partageons tous, toute l'humanité partage quasiment le même ordinateur, le même grand ordinateur, avec des droits d'accès un peu différents et tout, mais il y a toutes nos données sont mélangées là-dedans. Et donc, c'est le moment de se dire, peut-être sortir un peu des représentations héritées, voilà, des représentations politiques, par exemple, héritées des gens qui n'avaient pas d'ordinateur, voilà, qui croyaient des choses. Maintenant, nous, on a l'ordinateur, on sait ce que c'est en vrai, voilà. Et donc, on a le droit d'être sérieux, tu vois. Par exemple, déconnecter nos infrastructures critiques. Quand même, c'est pas sérieux que les aéroports, les hôpitaux, les réseaux d'eau. Allez, je mets tout ça sur Internet parce que c'est plus facile pour déployer des nouvelles features d'IA avec un petit robot conversationnel qui. Oui, Non, oui. non, faut pas faire ça. Non, déconnectez-moi tout ça. Ça sert à rien. L'automatisation n'est pas la panacée, si tu veux. Il n'y a personne qui s'occupe. Voilà. C'est pour ça que dans mon petit post que tu penses, mais bon, est-ce que Dieu est le super admin? Parce que si Dieu est le super administrateur, là c'est intéressant, parce que comme Dieu il est gentil, normalement, bah, il va nous aider à
à remettre tout ça d'aplomb, si tu veux. Mais si c'est pas le cas, c'est à nous de le faire. Et donc, il faut prendre au sérieux cette connexion et cette intégration logicielle. On peut pas faire bosser comme s'il n'y en avait pas. Je retiendrai vraiment de cette conversation la notion d'ordinateur qui me donne envie de creuser un petit peu dans cette direction. Je trouve ça passionnant. Et puis j'aime bien la nuance que tu mets parce que oui, je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir un débat exalté sur l'open source non plus. Moi, c'est vrai que je viens des crypto-monnaies, donc si tu veux, les gens du coup n'ont pas de tiers de confiance contre lequel se retourner s'il y a un problème. D'accord? Donc l'open source devient un impératif, un standard industriel de facto parce qu'il faut que les gens puissent voir Oh. comment le code est fait. Parce que tu peux pas te retourner contre un tiers de confiance, Ah mais oui, d'accord. Quand tu n'as pas de tiers de confiance, tu as besoin d'un code voilà, mais du coup, ouvert. voilà, mais on sait tous que du coup, ça veut dire qu'il faut du code avec de la vérification formelle. C'est du code qui coûte cher. C'est horriblement difficile en fait de faire des applis parce que tout le monde veut la péter. Tout le monde sait comment ça marche. Et t'as même ta documentation commentée qui est fournie, donc tout le monde Ah oui, peut oui, télécharger. Donc voilà. t'as Ouais. intérêt à avoir un code sacrément bon D'accord. de ce point de Ouais, vue-là. c'est vrai. C'est Mais vrai. Ouais, il y a des dispositifs dans lesquels tu as besoin d'open source, d'autres sûrement pas. Hein, voilà, surtout pas. Je sais pas, les petits logiciels qui sont sur le Charles de Gaulle. Enfin, voilà, tu n'as pas envie de, tu vas pas publier tes sources. Hein, ça n'a pas de sens. oui, Hein. puis même, je peux comprendre le fait, même pour du business, même si t'as pas des vies humaines en jeu, je peux comprendre que quelqu'un dise, bon, moi j'ai trouvé là, quelque chose d'assez incroyable et j'ai pas envie de le Oui, oui, partager. il faut pas être dogmatique. Voilà, faut regarder dans les cas et voilà. Alors, Pas de- c'est passionnant. Et du coup, dernière question. Donc là, on a parlé bon, d'IA générale. J'ouvre cette boîte juste pour finir, mais parce que là, pour moi, là, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que là, le débat dont tu m'as parlé tout à l'heure entre techno-réalisme et post-IA, pour moi, Ouais. c'est un débat entre une équipe qui considère que il faudra un énorme changement technologique pour voir une IA générale, et d'autres qui disent non, c'est juste une propriété émergente, et si on continue d'augmenter la puissance et le nombre de paramètres des IA qu'on a déjà, on finira par voir une IA générale. Ça n'est qu'une histoire de connexion d'API. Moi, je suis plutôt du premier côté. Je pense qu'il doit y avoir un autre changement épistémologique. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Et est-ce que ça changerait quelque chose au niveau juridique, au niveau pratique? Euh, j'ai une Moi, je piste suis à un peu, réponse. si tu veux, sur ces questions-là, je suis un peu technoréaliste hardcore. C'est-à-dire, je dis, il n'y a pas d'IA. Euh, Il y a que des 1 et des 0. Il n'y a pas un truc IA dans l'ordinateur. Enfin, il n'y a pas un petit bonhomme qui se dit, tiens, ça c'est mon code, ça c'est le code d'une autre IA. C'est très particulier de te parler de ce qu'il y a dans un ordinateur. Quand tu fais un bench d'IA ou tu demandes à ChatGPT de jouer à Pokémon, il y a un truc comme ça, tu vois, quand tu demandes Mais en fait, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte, parce qu'en vrai, c'est un seul logiciel. Tu veux, quand tu connectes deux logiciels et tu fais une interface et puis tu montres des trucs sur l'écran, tu dis, ah, bah, il y a Claude. Non, c'est Claude qui jouait à Pokémon. Alors, il se dit, tiens, je vais monter là pour aller manger le petit champignon. Et puis, hop, tu vois le bonhomme qui bouge pour manger le champignon. Mais en fait, il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah, Claude m'a dit d'aller manger le champignon, je vais aller. Non, c'est un logiciel, il y a des intrants, des extrants, tout ça, c'est du traitement du signal. Et en fait, quand tu regardes dans l'ordinateur tout en bas, bah, c'est des 1 et des 0, c'est du calcul. Et puis, par contre, sur l'interface, on peut suggérer des représentations. On dit, ah bah, il y a deux logiciels, il y a 1 et 2. Mais c'est pas vrai. C'est des logiciels, il y a deux produits logiciels. C'est des catégories de marché. Techniquement, c'est qu'un seul grand logiciel avec des pixels. Et c'est sûr que si tu montres sur ton écran, regardez, il y a deux logiciels, les gens vont le croire. Mais techniquement, en bas, il y a plein de codes sources, mais au moment c'est ce qui s'exécute, mais tout ça, c'est un seul grand flot de data qui produit du pixel. Et donc, je dis, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de base de données. En fait, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de firewall, il n'y a pas de VPN. Non, c'est du traitement microélectronique. Et on a des définitions de travail pour dire, bah, tiens, on va appeler ça IA, on va appeler ça truc. Mais en vrai, c'est pas le cas. Les informaticiens utilisent ce vocabulaire-là, mais si tu regardes bien dans l'ordinateur, il n'y a pas tout ça. Donc, l'IA générale, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a même pas d'IA. Il y a des histoires qu'on se raconte, des pixels et des effectuations entre nos institutions, les données interbancaires, les machins, les trucs. Mais tout ça, c'est que des écritures dans des bases de données. En fait, tu as deux choses. Tu as la data et le traitement, et puis c'est tout. Tu as Ok. les 1 et les 0, où tu as la petite porte ouverte, la petite porte fermée, puisque c'est du proc. Hein, enfin, voilà, c'est de la microélectronique. Ça me fait penser à ce truc de science-fiction, tu sais,
sur la technicalité, mais si je pousse le technoréalisme au fond, ça me fait penser à, tu sais, dans Star Trek, tu sais, ils ont des téléporteurs, et donc tu as une parodie de Star Trek où le mec dit, bah oui, mais écoutez, quand j'ai été désintégré et réintégré dans l'autre téléporteur, je ne suis plus la même personne techniquement, puisque tous mes atomes ont été Voilà. reconstitués ailleurs, donc techniquement, je ne suis plus la personne qui a divorcé de cette femme, je n'ai plus à lui payer sa pension alimentaire. Ah, voilà. C'est vrai que tu as bien raison. Il y a tous ces imaginaires sont encore une fois des dispositifs de pouvoir, hein, évidemment. Il y a des milliardaires d'IA, voilà, même s'il n'y a pas d'IA, il y a des milliardaires d'IA. Donc, euh, mais l'intérêt du technoréalisme, c'est au moins d'avoir un vocabulaire sérieux et stable pour une grammaire, hein, sérieux et stable pour pouvoir récupérer un peu de maîtrise. Euh, Parce que sinon, on se raconte c'est du wishful thinking, c'est quand même étonnant hein, que les gens essayent d'optimiser. Par exemple, l'optimisation du prompt. Tu dis, moi j'ai trouvé une super manière de prompter. Sans dire, mais je ne sais absolument pas ce qui se passe quand j'ai cliqué. Et alors, donc tu n'es pas du tout dans les conditions scientifiques contrôlées, puisque tu ne sais pas quels sont les logiciels. Peut-être que ce que tu vas voir sur ton écran n'a aucun lien électronique avec ton prompt. Tu vois, peut-être que ton prompt top qui va changer des trucs, et puis de toute façon, quelqu'un d'autre a dit, voilà, quoi qu'il prompt, on a un programme déterministe qui lui répondra toujours la même chose. Mais les gens continuent à dire, moi, je vais trouver encore un meilleur prompt, sans savoir ce qui mobilise. Donc moi, pour moi, il y a quand même une pensée magique qui s'est répandue. Hein. Et d'ailleurs, on avait aussi ces présentations. Il faut regarder un petit peu l'histoire de la magie comme technique. Si tu veux, au Moyen Âge, tu invoques le golem. Hein, voilà, le golem, c'est un petit démon et tu l'invoques avec du langage non signifiant. Tu l'invoques avec du langage technique en fait. Et puis pour qu'il reparte, tu redis la phrase mais à l'envers. Mais c'est que des signes. C'est des signes qui mobilisent des esprits dont on ne sait pas ce qu'ils font, mais qui nous parlent. Bah, ça fait très longtemps qu'on a le problème, si tu veux. C'est pas depuis 1950. L'histoire longue peut être aussi une manière d'expliquer un petit peu la situation dans laquelle on est. C'est fascinant, ça me ferait très plaisir à la limite d'avoir une discussion avec deux, trois autres personnes sur justement. Ah, j'ai quelques noms à te Mais non, donner, mais je serais voilà. intéressé pour qu'on fasse à l'occasion un podcast sur justement l'histoire longue, parce que j'aime bien aussi parfois, tu sais, étayer bah, des, des réflexions sur des périodes qui sont extrêmement mouvantes et où tu te dis, bon, en 2 ans, finalement, la réalité a tellement changé que parfois le monde de 2025 est plus différent du monde de 2020 que celui de 2020 n'était de l'année 2000, tu vois, par exemple. J'aime bien Oui. du coup revenir à de la culture classique solide, des Ah choses qui oui, sont ah bah, intemporelles et c'est donc très documenté, c'est très solide. Hein. voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Mhm. Il y en a qui se rappellent encore de ce très beau roman enfin, des romantiques, donc Faust de Goethe. Voilà, et donc Méphisto, donc le savant docteur découragé de la science, invoque un esprit et puis il signe le fameux pacte, il vend son âme à Méphisto, Méphistophélès. Et Méphisto, c'est ChatGPT, si tu veux. C'est qu'il il lui parle, il répond, mais Méphisto s'en fiche, en fait. Il est autre part. Tu sens bien qu'il est là dans l'histoire, mais il agit, il rétroagit sur le docteur, si tu veux. Enfin, voilà. Et donc, tu peux relire, enfin, il y a vraiment des marqueurs culturels qui nous ont emmenés l'un après l'autre, un pas après l'autre, nous sommes arrivés à notre situation actuelle. Et je trouve que c'est intéressant de le voir parce que comme ça nous évite simplement de nous référer simplement à des concepts marketing qui ont été inventés pour des raisons de domination, purement de domination, tu vois. Non, non, c'est intéressant de voir vraiment les vraies généalogies intellectuelles. C'est passionnant, je te remercie beaucoup. Euh, Comme traditionnellement, je te propose de prendre le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est l'ordinateur, c'est une machine que nous avons totalement fabriquée. C'est quasiment le seul lieu du monde que nous connaissons parfaitement. Il peut y avoir peut-être encore des mystères dans la biologie, il y a des mystères, mais l'ordinateur est totalement artificiel. Nous sommes les dieux de l'IA, nous l'avons créée, nous pouvons la débrancher, elle ne sait pas que nous sommes là. En fait, quasiment, nous imaginons l'IA, mais ce que nous avons, c'est des ordinateurs. Alors moi, je veux témoigner que puisque nous sommes face à cet instrument le mieux maîtrisé du monde, potentiellement, si on se donne la peine et si on nous raconte des histoires,
tous les espoirs sont permis parce que c'est une magnifique machine. À condition de s'en occuper correctement, les ordinateurs peuvent vraiment nous aider. Voilà. Et ça, c'est une invitation au professionnalisme. Respectons le professionnalisme. Moi, j'ai fréquenté des informaticiens de production, si tu veux, pendant des années, et, et ces gens-là méritent tout notre respect parce que c'est eux qui réparent sans cesse le code qui plante, parce que du code ça plante, voilà, les bugs, hein, voilà, les fameux bugs. Respectons l'informaticien, respectons l'ordinateur et nous irons mieux. Merci infiniment et j'aime bien quand les gens me font un mot de la fin un peu positif et surtout riche, que c'est pas juste un merci pour l'interview. Merci beaucoup Arnaud. Merci Gauthier. Tout le monde, c'était Arnaud Billon que j'espère revoir parce que je pense qu'on a un potentiel encore de discussion passionnant. Arnaud Billon, donc, qui est professeur de droit informatique à l'EDEC Business School, mais qui a également été conférencier à l'EM Lyon, qui est membre de l'Institut Présage, chroniqueur technologie et société sur Usine Nouvelle et cofondateur de Etc. l'assaut etc. Voilà. Technoréalisme. Voilà, un CV gigantesque. Merci. Merci Ouais, ouais, beaucoup voilà. Arnaud. Tout le monde, c'était le bar à Merci à prompt. toi, Gauthier. Bravo pour ton travail.